Monte dans le camion, dit mon frère, la voix tremblante. Laisse tout. Qu'est-ce qui se passe, dis-je, portant ma fille endormie à l'arrière. Je dévalai l'allée à toute vitesse sans allumer les phares. Alors que nous arrivions dans la rue, mon frère dit, regarde, en pointant notre maison. Je me suis figé sous le choc en voyant. Chapitre 1, les fondations de la confiance. Matthew Wilson avait bâti sa vie sur des principes simples, travailler dur, subvenir aux besoins de sa famille et faire confiance à ceux qu'il aime. À 43 ans, il était propriétaire d'une entreprise de construction prospère à Denver, dans le Colorado, employant 37 hommes qui le respectaient pour son honnêteté et son intégrité inébranlable. Ses mains calleuses racontaient l'histoire d'un homme qui avait commencé sans rien d'autre que de la détermination, construisant son empire une fondation à la fois. La maison des Wilson sur Maple Street était sa fierté, une maison coloniale de 3 étages qu'il avait conçue et construite lui-même pour Clara, sa femme depuis 19 ans, et leur fille Allie, âgée de 18 ans. Clara avait été agente immobilière lorsqu'ils s'étaient rencontrés, ambitieuse et charmante avec des cheveux auburn et des yeux verts qui pouvaient convaincre n'importe qui d'acheter une maison qu'il ne pouvait pas se permettre. Maintenant, elle travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville, affirmant qu'elle voulait se concentrer sur l'épanouissement personnel plutôt que sur l'emploi du temps exigeant des ventes immobilières. Matthew n'a jamais remis en question ses heures réduites ou les fréquentes soirées entre filles qui s'étiraient jusqu'après minuit. La confiance était la pierre angulaire de leur mariage, et il n'avait jamais donné à Clara une raison de douter de lui. Il supposait que la même courtoisie s'étendait dans les deux sens. Allie avait hérité des traits frappants de sa mère, mais possédait la détermination obstinée de son père. Étudiante en dernière année à Roosevelt High, elle était tout ce que Matthew avait espéré dans une fille, intelligente, motivée et acceptée à l'Université d'État du Colorado pour l'automne. Son 18e anniversaire approchait, et Matthew avait secrètement prévu de la surprendre avec la Mustang décapotable rouge qu'elle avait lorgnée chez le concessionnaire local. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois, de subtils changements dans la routine que l'esprit logique de Matthew expliquait, le nouvel intérêt de Clara pour les cours de yoga 3 fois par semaine, la façon dont elle gardait son téléphone, en le gardant face cachée pendant le dîner et en l'emmenant partout, même aux toilettes, sa fascination soudaine pour les dégustations de vin avec ses amis du club de lecture, des événements qui n'incluaient apparemment jamais de vrais livres. Stephen Water était entré dans leur vie il y a 18 mois en tant que professeur de yoga de Clara au Sacred Balance Studio. Matthew l'avait rencontré 2 fois, une fois lors d'un barbecue communautaire et une autre fois lors de la fête d'anniversaire d'Allie l'année dernière. Stephen était tout ce que Matthew n'était pas, mince là où Matthew était large, lisse là où Matthew était buriné, et philosophique là où Matthew était pratique. À 35 ans, Stephen possédait le genre de charme sans effort qui faisait rire les femmes à des blagues qui n'étaient pas particulièrement drôles. Matthew se souvenait avoir serré la main de Stephen à ce barbecue, remarquant les paumes douces de l'homme et se demandant comment quelqu'un gagnait sa vie en apprenant aux gens à s'étirer. Stephen avait mentionné son approche holistique du bien-être et ses projets d'ouvrir un centre de retraite dans les montagnes. Clara était suspendue à chaque mot, les yeux brillants d'un enthousiasme que Matthew n'avait pas vu depuis des années. La première véritable fissure dans les fondations de la confiance de Matthew est apparue 3 semaines avant son anniversaire. Il était rentré tôt d'un chantier, espérant surprendre Clara avec un déjeuner de son restaurant italien préféré. Sa voiture était dans l'allée, mais elle ne répondait pas à son téléphone. Quand il est entré dans la maison, il l'a trouvée dans le salon, mettant rapidement fin à un appel et prétendant que c'était juste sa sœur Elisa qui parlait de la santé de leur mère. Mais Matthew avait entendu suffisamment de la conversation pour reconnaître la voix de Clara quand elle mentait, la qualité haletante, la façon dont elle baissait la voix presque en un murmure. Elle avait utilisé le même ton il y a des années en planifiant sa fête surprise pour ses 40 ans. Cette fois, cependant, la conversation n'avait pas porté sur les célébrations. La deuxième fissure est apparue lorsque Matthew a remarqué que Clara avait commencé à s'entraîner plus intensément, en achetant des vêtements de sport et des suppléments protéinés coûteux. Elle a affirmé que cela faisait partie de son parcours de bien-être, mais Matthew a observé que son nouveau dévouement au fitness coïncidait parfaitement avec l'horaire des cours de Stephen. Quand il a mentionné avec désinvolture qu'il la rejoindrait pour une séance d'entraînement, Clara a rapidement esquivé, affirmant que les cours étaient trop de niveau débutant pour quelqu'un avec sa force. Les fondations de la confiance de Matthew se sont finalement complètement fissurées le matin du 15 mars, exactement 3 semaines avant son anniversaire. Allie l'avait coincé dans son bureau à domicile, le visage rouge d'excitation à propos de quelque chose qu'elle appelait l'opportunité la plus incroyable de tous les temps. « Papa, tu vas penser que c'est fou, mais Stephen, tu te souviens du professeur de yoga de maman? Il organise une retraite spirituelle incroyable à Hawaï. Ce n'est que pour 2 semaines,
Et maman pense que ce serait parfait pour moi avant que je commence l'université, tu sais, pour me trouver et acquérir une perspective de vie. Matthew avait levé les yeux de ses plans de construction, étudiant l'expression animée de sa fille. Hawaï, c'est cher, ma chérie. Quand est cette retraite? Elle commence le 6 avril, juste après les vacances de printemps. Je sais que c'est à court préavis, mais quelqu'un d'autre s'est désisté et Steven a offert à maman la place pour moi. C'est comme le destin, tu sais. Et le meilleur, c'est que ça ne coûte que 19 000 $ pour nous deux. Maman a dit que tu penserais probablement que ça en vaut la peine pour ma croissance personnelle. 19 000 $? L'anniversaire de Matthew était le 5 avril. Vous deux, avez demandé Matthew avec prudence, sa main se crispant sur son crayon. Oui, maman y va aussi. Elle dit qu'elle a besoin d'un renouveau spirituel et c'est l'expérience parfaite de rapprochement mère-fille avant que je parte à l'université. Steven dirigera des séances de méditation et nous enseignera comment trouver notre but intérieur. N'est-ce pas incroyable? Matthew avait forcé un sourire, son esprit parcourant des calculs qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Clara n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la méditation. Elle n'avait jamais exprimé le désir de se rapprocher de sa fille. Et Steven Water menait apparemment des retraites privées à Hawaï à l'heure exacte de l'anniversaire de Matthew. Ça a l'air incroyable, avait dit Matthew, sa voix stable malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Quand avez-vous besoin de l'argent? Maman a dit que si vous pouviez le virer aujourd'hui, elle peut tout réserver cet après-midi. Steven dit que ses places se remplissent super vite. Matthew avait hoché la tête, observant les yeux de sa fille étinceler d'anticipation. Elle croyait sincèrement que c'était une question de croissance spirituelle et de rapprochement familial. Elle n'avait aucune idée qu'elle était utilisée comme la couverture parfaite pour la liaison de sa mère. Ce soir-là, Matthew avait viré 19 000 $ sur le compte de Clara sans poser de questions ni faire de commentaires. Quand Clara a mentionné le voyage au dîner, son explication correspondait mot pour mot à l'histoire d'Alec. Elle l'avait répété. Eh bien, je pense que c'est merveilleux, avait dit Matthew, levant son verre de vin pour porter un toast aux nouvelles expériences et à la croissance spirituelle. Clara rayonnait, se penchant pour embrasser sa joue. Tu es le mari le plus compréhensif du monde, Matthew. Je t'aime tellement. Le baiser avait été comme un couteau glissant entre ses côtes. Matthew Wilson avait bâti sa vie sur la confiance, mais il n'était pas naïf. Il connaissait la différence entre la foi et la folie. Alors qu'il était assis dans son bureau ce soir-là, écoutant Clara et allait planifier avec enthousiasme leur voyage, il réalisa que ses fondations n'étaient pas seulement fissurées, elles étaient complètement brisées. Mais Matthew Wilson était un bâtisseur. Il savait comment démolir des structures qui n'étaient plus solides et construire quelque chose de plus fort à leur place. La différence était que cette fois, il ne construirait pas avec la confiance. Il construirait avec la vérité. Chapitre 2, l'architecte de la tromperie. Le lendemain matin, Matthew commença son enquête avec la précision méthodique qui avait fait le succès de son entreprise de construction. Il avait appris il y a longtemps que se précipiter dans n'importe quel projet sans une planification appropriée menait au désastre. Ce projet nécessiterait la même attention méticuleuse aux détails, sauf que les enjeux étaient infiniment plus élevés que tout bâtiment qu'il ait jamais construit. Clara partit pour son cours de yoga à 9h30, embrassant Matthew au revoir avec le même sourire affectueux qu'elle portait depuis 19 ans. Alec était à l'école pour son dernier semestre de terminale, occupé par les préparatifs de l'université et les activités de remise des diplômes. Matthew avait délibérément libéré son emploi du temps, disant à son contremaître, Phil Cobb, qu'il prenait la journée pour s'occuper d'affaires personnelles. Le Sacred Balance Studio était situé dans un entrepôt converti dans le quartier branché de Lodo à Denver. Matthew se gara de l'autre côté de la rue, son camion discret parmi les véhicules de construction desservant la gentrification en cours du quartier. Il avait une vue dégagée sur l'entrée du studio et le parking derrière le bâtiment. La BMW argentée de Clara arriva à exactement 10 heures, se garant à sa place habituelle près de l'entrée arrière. Matthew s'y attendait. Clara était ponctuelle à l'extrême, un trait qui l'avait bien servi dans l'immobilier et qui le servait maintenant tout aussi bien dans son enquête. Ce à quoi Matthew ne s'attendait pas, c'était de voir Steven Water sortir du bâtiment immédiatement après l'entrée de Clara, se dirigeant vers sa propre voiture avec la confiance désinvolte d'un homme complètement sûr de sa tromperie. Steven conduisait une Jeep Wrangler noire, le genre de véhicule qui suggérait l'aventure et la spontanéité, tout ce que Matthew représentait dans l'esprit de Clara que Steven ne représentait pas. Matthew suivit à distance Steven alors qu'il traversait le centre-ville de Denver,
finissant par se garer dans le parking de l'hôtel Marriott sur la 17e rue. Ce n'était pas une coïncidence ou une brève course. Steven s'était enregistré dans une chambre. 30 minutes plus tard, Clara sortit de l'ascenseur du garage, traversant le hall de l'hôtel la tête baissée, des lunettes de soleil couvrant ses yeux malgré le fait d'être à l'intérieur. Elle se déplaçait avec détermination mais sans sa démarche confiante habituelle. Matthew reconnut la culpabilité quand il la voyait, même déguisée derrière des vêtements de marque et un maquillage soigné. Ils restèrent à l'hôtel pendant 2h17. Matthew chronométra cela précisément, prenant des notes dans le petit carnet qu'il portait toujours pour les mesures de construction. Quand Clara retourna finalement à sa voiture, ses cheveux étaient légèrement ébouriffés et elle vérifia son reflet dans le rétroviseur latéral avant de partir. Matthew la suivit jusqu'au studio où elle récupéra son tapis de yoga dans son coffre, un accessoire qui n'avait jamais été déroulé, et entra à l'intérieur pour ce qu'il supposait être la période de refroidissement de son cours fictif. Les autres femmes du cours de yoga actuel terminaient juste leur séance, sortant du bâtiment avec les expressions rouges et satisfaites de personnes qui avaient réellement fait de l'exercice. Clara resta à l'intérieur pendant encore 20 minutes, probablement pour se doucher et se préparer à rentrer chez elle avec son histoire soigneusement construite sur des pauses difficiles et l'illumination spirituelle. Quand elle sortit finalement, elle ressemblait exactement à quelqu'un qui revenait d'une séance d'entraînement intense, avec des cheveux ébouriffés et une légère brillance de transpiration fabriquée. L'enquête se poursuivit pendant 2 semaines. Matthew documenta chaque mensonge, chaque tromperie, chaque moment de trahison calculé. Clara et Steven avaient une routine aussi prévisible que l'horaire de construction de Matthew, les lundis, mercredis et vendredis matins à l'hôtel, les mardis soirs à l'appartement de Steven sur Campus Street, les samedis après-midi dans une cabane à Evergreen que Steven louait apparemment pour des séances de méditation privée. La profondeur de la planification impliquée dans leur liaison était presque impressionnante. Clara avait construit une réalité alternative complète avec des alibis, des témoins et des accessoires. Elle avait recruté des amis pour corroborer ses histoires de yoga, programmé des rendez-vous réels autour de sa trahison et maintenu un compartimentage émotionnel parfait à la maison. Mais Matthew découvrit autre chose au cours de son enquête, quelque chose qui transforma sa colère en quelque chose de bien plus dangereux. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était une reconstruction complète de la vie de Clara avec lui rayé de celle-ci. À l'appartement de Steven, Matthew observa Clara porter un sac de voyage les mardis soirs. Elle vivait essentiellement 2 vies distinctes, passant une nuit par semaine en tant que petite amie de Steven et le reste du temps en tant que femme de Matthew. Lorsque Matthew examina discrètement leur relevé de carte de crédit conjoint, il trouva des frais pour des dîners coûteux, des massages en couple et des escapades de fin de semaine que Clara avait expliquées comme des voyages entre filles ou des journées de retraite en solo. Plus dommageable encore, Matthew découvrit que le centre de retraite prévu par Steven n'était pas qu'un rêve chimérique. Utilisant ses relations d'affaires, Matthew apprit que Steven avait déjà obtenu des investisseurs et acheté des terrains dans la région montagneuse du Colorado. Le voyage à Hawaï n'était pas une retraite. C'était une expédition de reconnaissance pour les affaires de Steven, financée par l'argent de Matthew et déguisée en croissance spirituelle pour sa femme et sa fille. La dernière pièce du puzzle provenait d'une source inattendue. Ménard Mora, qui s'occupait de la sécurité de plusieurs hôtels du centre-ville de Denver, était un client de l'entreprise de construction de Matthew. Au cours d'une conversation informelle sur un projet de rénovation, Ménard mentionna avoir vu la femme de Matthew au Marriott plusieurs fois avec un type de yoga. Je ne voulais rien dire, avait dit Ménard, visiblement mal à l'aise, mais ils n'agissaient pas exactement comme des partenaires commerciaux, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère ne pas être déplacé. Matthew avait remercié Ménard pour sa discrétion et l'avait assuré que Matthew était au courant de la situation. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Matthew était maintenant au courant de tout. La veille du départ de Clara et aller pour Hawaï, Matthew était assis dans son bureau, passant en revue les preuves qu'il avait rassemblées, des photographies, des relevés de cartes de crédit, des dossiers d'hôtel et une chronologie détaillée de 18 mois de tromperie systématique. Clara n'avait pas seulement rompu ses vœux de mariage. Elle avait créé une version entièrement fictive de leur vie ensemble. Mais ce qui était le plus blessant, c'était la participation involontaire de Haley à la mascarade. Clara avait utilisé sa fille comme couverture, exploitant la confiance et l'excitation de Haley à propos de l'université pour donner une légitimité à sa trahison. Haley croyait sincèrement qu'elle s'embarquait dans un voyage spirituel avec sa mère. Au lieu de cela, elle fournissait à Clara l'alibi parfait pour une escapade romantique prolongée avec son amant. Matthew ferma le dossier contenant ses preuves et le verrouilla dans le coffre-fort de son bureau. Demain, Clara et Haley partiraient pour Hawaï,
croyant l'avoir trompée avec succès. Elle passerait 9 jours au paradis, financée par son travail et bâtie sur sa confiance. Mais elle reviendrait pour découvrir que Matthew Wilson n'était pas l'idiot qu'elles avaient pris pour lui. Il était maintenant un architecte de la destruction, et il était sur le point de leur enseigner la différence entre la confiance et la stupidité. Les fondations de leur tromperie étaient solides, mais Matthew avait trouvé les faiblesses structurelles. Et contrairement au bâtiment qu'il construisait pour durer des générations, cette structure particulière était conçue pour s'effondrer de manière catastrophique. Il avait juste besoin d'attendre le bon moment pour enlever les poutres de soutien. Chapitre 3, le plan de destruction. Le matin du 5 avril, le 40e anniversaire de Matthew, arriva avec ce genre de temps printanier coloradien vif qui faisait des promesses de nouveaux départs. Clara et Alec s'affairaient dans la maison, emballant des articles de dernière minute et vérifiant les informations de leur vol avec l'énergie excitée de personnes se lançant dans une grande aventure. Matthew était assis à la table de la cuisine en buvant du café et en regardant sa femme et sa fille se préparer pour leur voyage. Pour tout observateur, il paraissait détendu et encourageant, offrant occasionnellement des conseils pratiques sur les documents de voyage et les prévisions météorologiques. À l'intérieur, cependant, il effectuait les derniers calculs pour le projet le plus important de sa vie. « Papa, es-tu sûr que tu vas bien être seul pour ton anniversaire ?» demanda Alec, s'arrêtant dans ses préparatifs pour étudier son visage avec une inquiétude sincère. « Je me sens affreusement mal de te laisser le jour de ta fête. » Matthew sourit, l'expression venant plus facilement qu'elle n'aurait dû. « Ma chérie, les anniversaires ne sont que des dates sur un calendrier. Ce qui compte, c'est que toi et ta mère viviez cette expérience ensemble. De plus, je serai occupé avec le projet de l'hôtel Morrison. Phil et moi devons finaliser les travaux de fondation avant l'inspection de la semaine prochaine. » Clara leva les yeux de sa valise, ses yeux verts brillants de ce que Matthew reconnaissait maintenant comme de l'anticipation plutôt que de l'inquiétude. « Matthew a toujours été compréhensif concernant mon emploi du temps, dit-elle en s'approchant pour l'embrasser sur la joue. C'est pour ça que je l'ai épousé. Il ne me fait jamais me sentir coupable de poursuivre mes propres intérêts. » L'ironie de sa déclaration était si profonde que Matthew dut se mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Clara n'avait aucune idée de l'étendue de ses intérêts révélés au cours de son enquête. Elle croyait sincèrement qu'elle était subtile, que sa planification minutieuse et ses mensonges élaborés l'avaient complètement trompée. « Avez-vous eu des nouvelles de Steven concernant les détails de la retraite ?» demanda Matthew avec désinvolture, testant une dernière fois les os de leur tromperie. Alec hocha la tête avec enthousiasme. Il a envoyé à maman l'itinéraire complet hier, des séances de méditation quotidiennes, des excursions de randonnée vers des sites sacrés et quelque chose appelé atelier de vérité intérieure. Je suis en fait nerveuse à l'idée de savoir si je suis spirituellement prête pour une expérience aussi intense. Matthew croisa le regard de Clara par-dessus la tête de Alec, guettant le moindre signe d'inconfort ou de culpabilité. Au lieu de cela, il ne vit qu'une confiance travaillée. Clara s'était compartimentée si complètement qu'elle pouvait discuter des plans de Steven pour leur escapade romantique tout en regardant directement son mari sans broncher. Je suis sûr que vous découvrirez toutes les deux des choses sur vous-même dont vous ignoriez l'existence, dit Matthew, sa voix portant juste assez de chaleur pour paraître sincère. À midi, Matthew les conduisit à l'aéroport international de Denver, aidant à porter leurs bagages et les accompagnant jusqu'au point de contrôle de sécurité. Clara l'embrassa au revoir avec ce qui semblait être une affection sincère, murmurant qu'elle l'aimait et qu'il lui manquerait. L'étreinte de Alec était plus forte, remplie du genre d'amour filial qui faisait souffrir Matthew à la pensée de la manière dont Clara avait manipulé leur enfant. « Prends soin de toi pendant notre absence, » dit Clara, sa main posée sur la poitrine de Matthew. « Ne travaille pas trop dur, et n'oublie pas de manger de vrais repas au lieu de te contenter de café et de sandwich. »« Je promets de bien prendre soin de moi, » répondit Matthew. Et, pour la première fois depuis des semaines, il disait toute la vérité. Après qu'elles eurent disparu par la sécurité, Matthew retourna à son camion et s'assit dans le parking de l'aéroport pendant 30 minutes, permettant à la réalité de sa situation de s'installer complètement. Clara et Alec étaient partis. Pendant les 9 prochains jours, il serait seul avec ses connaissances et ses plans. La première phase du plan de Matthew consistait à établir son propre alibi et son état émotionnel. Il se rendit au Sacred Balance Studio où il informa la réceptionniste qu'il était inquiet du départ soudain de sa femme et qu'il souhaitait vérifier les détails de la retraite. La jeune femme derrière le bureau eut l'air confuse. « Je suis désolé, monsieur Wilson, mais Steven n'organise aucune retraite pour le moment. Il est en fait en vacances lui-même, il a dit quelque chose comme visiter Hawaï pour repérer des emplacements pour un futur projet. »
Peut-être que votre femme voulait dire un autre instructeur. Matthew feignit la surprise et l'inquiétude, expliquant qu'il devait y avoir un malentendu. Il laissa ses coordonnées, leur demandant de l'appeler s'ils avaient des nouvelles de Steven ou des informations sur les retraites. La réceptionniste promit d'enquêter et de le contacter avec des mises à jour. Ensuite, Matthew rendit visite à son avocat, Ezra Wong, dans son bureau du centre-ville. Ezra s'était occupé des questions juridiques de l'entreprise de construction de Matthew et était devenu un ami au fil des ans. Leur relation était basée sur le respect mutuel et des valeurs communes concernant l'honnêteté et le travail acharné. Ezra, je dois discuter de certaines questions juridiques personnelles, dit Matthew, s'installant sur la chaise en face du bureau de son avocat. Il s'agit de mon mariage. L'expression d'Ezra devint sérieuse. Quel genre de questions personnelles, Matthew? Matthew sortit un dossier de sa mallette, pas le dossier complet de preuves verrouillé dans son coffre-fort, mais un sous-ensemble de documents soigneusement sélectionnés, des relevés bancaires montrant le transfert de $19 000, des reçus d'hôtel de son enquête, des photos de Clara et Steven entrant ensemble dans le Marriott. Ma femme a une liaison, dit simplement Matthew. Elle est actuellement à Hawaï avec son amant, et elle a emmené notre fille comme couverture pour le voyage. Je dois comprendre mes options juridiques. Ezra examina les documents avec une attention méticuleuse aux détails qui faisaient de lui un excellent avocat. Son expression devint plus sombre avec chaque pièce à conviction. Quand il eut terminé, il se pencha en arrière sur sa chaise et étudia le visage de Matthew. C'est une documentation complète, Matthew. Depuis combien de temps le savez-vous? Je me suis douté pendant des mois, mais j'ai eu des preuves définitives pendant 2 semaines. Je voulais être absolument certain avant de prendre des mesures. Avez-vous confronté Clara à ce sujet? Matthew secoua la tête. Je ne vois aucun intérêt à une confrontation tant que je n'ai pas compris toute l'étendue de ma situation. Je dois savoir comment protéger mes biens, mon entreprise et ma relation avec Haley. Je dois aussi comprendre ce qui se passe si Clara décide de me quitter pour Steven. Ezra hocha la tête, prenant des notes sur un bloc-notes juridique. Le Colorado est un état de divorce sans faute, donc la liaison elle-même n'aura pas d'incidence significative sur la division des biens. Cependant, le fait qu'elle utilise des biens conjugaux pour financer sa relation avec un autre homme pourrait être considéré comme une dissipation des biens conjugaux. Les $19 000 pour ce voyage, combinés à ses frais d'hôtel et de restaurant, représentent une tendance à utiliser des ressources communes pour sa liaison. Qu'en est-il de mon entreprise? Wilson Construction a été créée avant votre mariage et vous avez conservé des comptes d'entreprise distincts. Votre entreprise devrait être protégée tant que des fonds conjugaux n'ont pas été utilisés pour des investissements commerciaux importants. Nous devons examiner plus en profondeur vos dossiers financiers. Matthew s'attendait à cette réponse. Il avait été méticuleux quant à la séparation des finances de son entreprise des comptes personnels, une décision qui avait autrefois porté sur l'organisation, mais qui s'avérait maintenant stratégiquement précieuse. Je veux que vous prépariez les papiers du divorce, dit Matthew. Séparation financière complète, arrangement de garde pour Haley, bien qu'elle ait 18 ans maintenant, donc c'est moins pertinent. Et je veux une documentation de la liaison de Clara et de la mauvaise utilisation des biens conjugaux. Matthew, êtes-vous certain de cette ligne de conduite? Une thérapie de couple pourrait. Ezra, ma femme mène une double vie depuis plus d'1 an. Elle a manipulé notre fille pour fournir une couverture à sa liaison. Elle a volé notre argent pour financer des escapades romantiques avec un autre homme. Le mariage est terminé. Je suis juste en train de décider comment il se termine. Ezra avait travaillé avec Matthew assez longtemps pour reconnaître son ton. Quand Matthew parlait avec cette intensité calme particulière, argumenter était inutile. Matthew avait pris sa décision avec la même attention que celle qu'il appliquait au projet de construction. J'aurai besoin de quelques jours pour tout préparer correctement, dit Ezra. Quand voulez-vous que Clara reçoive les papiers? Matthew vérifia son calendrier, calculant la chronologie avec précision. Clara et Haley reviennent d'Hawaï le dimanche 14 avril. Je veux que Clara reçoive les papiers du divorce le lundi matin 15 avril. Pouvez-vous organiser le service à la maison vers 10 heures? C'est un timing très précis. Je veux que Clara ait exactement une journée pour se réinstaller dans sa routine normale avant que son monde ne change complètement. Je veux qu'elle se réveille le lundi matin en pensant qu'elle m'a trompé avec succès, et ensuite je veux que cette illusion soit brisée de façon permanente. Ezra prit d'autres notes, son expression réfléchie. Qu'en est-il de Haley? Comment comptez-vous gérer cela avec votre fille? C'était la question que Matthew redoutait,
le seul aspect de son plan qui causait une véritable douleur plutôt qu'une froide satisfaction. Haley était innocente dans tout cela, victime de la manipulation de sa mère. Mais elle avait aussi 18 ans, légalement une adulte, et découvrirait bientôt que sa retraite spirituelle avait été une couverture élaborée pour la liaison de sa mère. Je dirai la vérité à Haley, dit Matthew. Toute la vérité. Elle mérite de savoir que sa mère l'a utilisée comme couverture pour son adultère. Elle mérite de comprendre la différence entre l'amour et la manipulation. Ce sera dévastateur pour elle. Moins dévastateur que de vivre avec des mensonges. Haley est assez forte pour supporter la vérité. Elle n'est pas assez forte pour construire sa vie sur la tromperie. Et c'est ce que Clara lui a appris à faire. Matthew quitta le bureau d'Ezra avec la machine juridique de son divorce en marche. Les papiers seraient préparés, le service organisé et la chronologie établie. Clara reviendrait d'Hawaï en croyant avoir réussi à maintenir sa double vie, seulement pour découvrir que sa tromperie avait été complètement exposée. Mais l'action juridique n'était que la première phase du plan de Matthew. Clara et Steven avaient utilisé sa confiance et son argent pour bâtir leur relation. Maintenant, Matthew utiliserait leur trahison pour construire quelque chose de bien plus permanent, des conséquences. Les fondations étaient posées. Les structures de soutien étaient en place. Maintenant, il avait juste besoin d'attendre le bon moment pour déclencher la démolition contrôlée de tout ce que Clara et Steven pensaient avoir construit ensemble. Matthew Wilson avait toujours été patient lorsqu'il construisait quelque chose destiné à durer. Cette destruction durerait beaucoup plus longtemps que n'importe quel mariage. Chapitre 4, le paradis de la tromperie. Alors que Matthew construisait méthodiquement son cadre juridique à Denver, Clara et Haley découvraient que le paradis venait avec des complications que ni l'une ni l'autre n'avaient anticipées. Le Maui Grand Resort était tout ce que les documents promotionnels avaient promis, des vues imprenables sur l'océan, des piscines à débordement et le genre de luxe qui faisait que $19 000 semblait être un investissement raisonnable dans la croissance spirituelle. Ce à quoi Clara ne s'attendait pas, c'était à la difficulté de maintenir le récit du rapprochement mère-fille tout en menant une liaison sous le nez de sa fille. Steven avait réservé des chambres communicantes pour les participants à la retraite spirituelle, un détail qui aurait dû simplifier leur logistique romantique. Au lieu de cela créait une tension constante entre le désir de Clara de passer du temps avec Steven et son besoin de maintenir la fiction selon laquelle ce voyage portait sur le développement personnel de Haley. « Maman, Steven semble vraiment gentil, mais ne penses-tu pas que les séances de méditation sont un peu intenses ?» demanda Haley lors de leur deuxième jour alors qu'elles étaient assises près de la piscine pendant que Steven menait ce qu'il appelait une consultation spirituelle privée avec une cliente du complexe. Clara observa Steven à travers ses lunettes de soleil, remarquant la façon dont il se penchait près de la femme pendant leur conversation, sa main touchant occasionnellement son bras pour insister. Une poussée de jalousie la surprit par son intensité. Elle avait supposé que l'attention de Steven serait entièrement concentrée sur elle pendant leur escapade romantique, mais elle apprenait que le charme de Steven n'était pas réservé exclusivement à elle. L'intensité est nécessaire pour une véritable croissance spirituelle, répondit Clara, répétant quelque chose que Steven lui avait dit lors d'une de leurs rencontres à l'hôtel. On ne peut pas atteindre l'illumination par le confort et la facilité. Haley hocha la tête pensivement, mais Clara pouvait voir le doute s'insinuer dans l'expression de sa fille. Haley était intelligente et observatrice, des traits qu'elle avait hérités de Matthew, et la retraite supposée ne correspondait pas à ses attentes. Les séances de méditation quotidiennes étaient en fait Steven donnant à Clara du temps privé pendant que Haley explorait le complexe seule. Les ateliers de vérité intérieure consistaient en Steven donnant une conférence sur l'importance de suivre ses désirs authentiques, quelles que soient les attentes ou les engagements sociaux. Ce qui ressemblait le plus à une retraite spirituelle était une séance de yoga au lever du soleil sur la plage, qui avait duré exactement 15 minutes avant que Steven n'affirme que l'énergie n'était pas bonne pour une pratique plus profonde. Au 4e jour, Clara commençait à comprendre qu'elle avait mal jugé à la fois les priorités de Steven et la complexité du maintien de sa tromperie. L'attention de Steven était divisée entre de multiples intérêts, le réseautage avec des investisseurs potentiels pour son centre de retraite, le flirt avec d'autres clients du complexe et la conduite de ce qu'il appelait la recherche pour son plan d'affaires. Clara s'est retrouvée à se disputer du temps avec un homme pour lequel elle avait bouleversé sa vie. Plus inquiétant était le scepticisme croissant de Haley face à toute cette expérience. Sa fille était arrivée à Hawaï sincèrement excitée par la croissance spirituelle et le rapprochement mère-fille. Au lieu de cela, elle passait la plupart de son temps seule, tandis que Clara s'éclipsait pour des moments volés avec Steven. L'ironie n'a pas échappé à Clara qu'en essayant d'utiliser Haley comme couverture pour sa liaison, elle négligeait en réalité sa fille plus profondément qu'elle ne l'avait jamais fait à la maison.
Maman, on peut parler, demanda Ale lors de leur 5e soirée après que Steven se fut excusé pour un autre dîner de réseautage avec la direction du complexe. Elles étaient assises sur le balcon de leur suite, regardant le coucher du soleil peindre le Pacifique dans des nuances d'orange et d'or qui auraient dû être romantiques, mais qui étaient plutôt mélancoliques. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui te tracasse? Ale resta silencieuse pendant un long moment, organisant ses pensées avec la précision minutieuse qu'elle avait apprise de Matthew. Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais d'une retraite spirituelle. Steven a l'air gentil, mais j'ai l'impression qu'on est juste en vacances, et tu as l'air distraite, comme si ton esprit était ailleurs. Clara sentit une vague de panique. Si Ale commençait à soupçonner quelque chose, l'alibi soigneusement construit pour ce voyage pourrait s'effondrer complètement. Je suis désolé si j'ai l'air distraite. Parfois, le travail spirituel fait remonter des émotions compliquées. Je suis en train de traiter beaucoup de croissance interne. Es-tu heureuse, maman? Je veux dire, vraiment heureuse, à la maison, avec papa, avec ta vie. La question frappa Clara comme un coup physique. Elle avait été tellement concentrée sur la logistique de sa liaison et l'excitation de se sentir désirée par Steven qu'elle n'avait pas envisagé comment son comportement pourrait apparaître à quelqu'un qui l'aimait réellement inconditionnellement. Pourquoi tu demandes ça, esquiva Clara, gagnant du temps pour formuler une réponse. Parce que tu as semblé différente ces derniers temps, plus secrète, plus, je ne sais pas, agitée. Et ce voyage ne semble pas porter sur ma croissance spirituelle. On dirait que ça porte sur autre chose complètement. Clara fixa l'océan, pesant ses options. Elle pouvait continuer la tromperie, maintenir la fiction selon laquelle il s'agissait du développement de Haley, mais les questions de sa fille suggéraient que le mensonge devenait transparent. Haley était trop intelligente et trop observatrice pour être complètement trompée. Parfois, les adultes ont besoin d'explorer différents aspects d'eux-mêmes, dit Clara avec précaution. Ton père est un homme merveilleux, mais il est très stable, prévisible. Parfois, je me demande s'il y a des parties de moi que je n'ai jamais pu découvrir parce que je me suis installée dans le mariage si jeune. L'expression de Haley devint troublée. Tu dis que tu regrettes d'avoir épousé papa. Je dis que les gens changent, et parfois ils ont besoin d'explorer ce qui pourrait être possible d'autre. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ton père. Ça veut juste dire que j'essaie de comprendre si la vie que je vis est la vie que je veux vraiment. C'était la conversation la plus honnête que Clara ait eue avec qui que ce soit depuis des mois, et le soulagement d'une vérité partielle était accablant. Elle portait le poids de sa tromperie seule, incapable de partager ses sentiments avec Steven, qui préférait l'excitation à la complexité émotionnelle, ou ses amis, qui ne comprendraient pas la sophistication de sa situation. Est-ce que papa sait que tu te sens comme ça? Clara secoua la tête. Ton père pense que tout est parfait entre nous. Il est heureux de notre routine, de notre vie, de nos projets d'avenir. Il ne comprend pas que certaines personnes ont besoin de plus que de la sécurité et de la stabilité. Ale resta silencieuse pendant plusieurs minutes, traitant cette information avec le sérieux qu'elle apportait aux décisions importantes. Finalement, elle regarda sa mère avec une expression que Clara ne pouvait pas tout à fait interpréter. Maman, je t'aime, et je veux que tu sois heureuse, mais papa t'aime aussi, et il mérite de savoir si tu remets ton mariage en question. Ce n'est pas juste de le laisser penser que tout va bien si ce n'est pas le cas. Clara ressentit une vague d'irritation que sa fille de 18 ans lui fasse la leçon sur l'équité et l'honnêteté. C'est plus compliqué que tu ne le comprends, Haley. Les relations adultes impliquent des nuances qui... Ce n'est pas si compliqué, interrompit Haley, sa voix portant une fermeté qui rappela inconfortablement Matthew à Clara. Soit tu veux être marié à papa, soit tu ne le veux pas. Soit tu es engagé envers ta famille, soit tu ne le es pas. Tout le reste n'est que des excuses. La conversation se termina dans un silence inconfortable, les deux femmes se retirant dans leurs chambres respectives. Clara passa la nuit à fixer le plafond, se demandant pour la première fois si sa liaison soigneusement planifiée valait la complexité croissante de la maintenir. Pendant ce temps, dans la pièce communicante, Haley restait éveillée à penser à son père mangeant seul le jour de son anniversaire tout en finançant un voyage qui était censé porter sur la croissance spirituelle mais qui ressemblait davantage à l'évasion personnelle de sa mère de la réalité. Aucune des deux femmes ne réalisa qu'à Denver, Matthew Wilson dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Sachant que les documents juridiques étaient en préparation et que le calendrier des révélations était précisément respecté, le paradis de la tromperie commençait à montrer des fissures dans ses fondations. Chapitre 5, les fissures commencent à apparaître. Au 7e jour à Hawaï,
La façade soigneusement construite de la retraite spirituelle se détériorait rapidement. Steven était devenu de plus en plus distant et préoccupé par son réseautage professionnel, laissant Clara se sentir plus comme une complication gênante qu'une priorité romantique. La femme avec qui il menait des consultations spirituelles, une riche divorcée nommée Kimberly Bentley de San Francisco, recevait beaucoup plus d'attention que Clara ne l'avait prévu. « Je ne comprends pas pourquoi tu es si possessif » dit Steven lors d'un de leurs rares moments privés dans sa suite. « Ce voyage est bien plus que notre relation. Je suis en train de construire quelque chose ici, d'établir des connexions qui pourraient transformer tout mon modèle commercial. » Clara était assise sur le bord de son lit, le regardant vérifier son téléphone pour des messages d'investisseurs potentiels. Ce n'était pas l'escapade romantique qu'elle avait imaginée quand elle avait convaincu Matthew de financer leur voyage. Je pensais que ce moment était censé être pour nous, pour explorer ce que notre relation pourrait devenir sans toute cette dissimulation. Notre relation fait partie d'un voyage plus vaste, Clara. Tu ne peux pas séparer la croissance personnelle des opportunités professionnelles. Kimberly comprend ça, elle est intéressée à investir dans le centre de retraite, et elle apprécie l'approche holistique que j'apporte au développement spirituel. La façon dont Steven prononça le nom de Kimberly avec une chaleur qu'il n'avait pas utilisée pour Clara depuis des jours lui envoya un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Elle commençait à reconnaître un schéma dans le comportement de Steven qu'elle avait été trop fascinée pour remarquer pendant leur liaison à Denver. Le charme de Steven était pratiqué et transférable. L'attention intense qu'il avait accordée à Clara lors de leur rencontre secrète n'était ni exclusive ni spéciale. C'était simplement la façon dont Steven fonctionnait avec les femmes qui pouvaient bénéficier à ses ambitions. Clara avait de l'argent et des relations sociales à Denver. Kimberly avait de l'argent et des relations sociales à San Francisco. Les deux femmes étaient utiles, et l'intérêt romantique de Steven semblait être directement corrélé à leur valeur potentielle pour ses plans d'affaires. « Tu couches avec elle ?» demanda Clara sans embâche, se surprenant elle-même avec la question. Steven leva les yeux de son téléphone, son expression soigneusement neutre. Ce n'est pas le genre de question que l'on pose quand on opère à partir d'un lieu d'abondance spirituelle. La jalousie est une émotion limitante, Clara. Elle vient d'une pensée de pénurie. Ce n'était pas un déni, et ils le savaient tous les deux. Pendant ce temps, Allie menait sa propre enquête sur la nature de leur voyage. Les révélations de sa mère sur la remise en question de son mariage avaient laissé Allie protectrice envers son père et méfiante envers toute l'aventure hawaïenne. Lorsqu'elle essaya de réserver une véritable séance de méditation au spa du complexe, elle découvrit que Steven Water n'était pas répertorié comme instructeur certifié ni affilié à aucune organisation spirituelle. Des enquêtes plus approfondies révélèrent que Steven était enregistré comme un client régulier du complexe, et non comme un chef de retraite ou un guide spirituel. Le personnel du complexe n'avait connaissance d'aucun programme spirituel organisé, et les activités que Steven prétendait mener n'étaient pas des offres officielles du complexe. Allie passa l'après-midi au centre d'affaires du complexe à utiliser son ordinateur portable pour faire des recherches plus approfondies sur les antécédents de Steven. Ce qu'elle découvrit lui donna des maux d'estomac avec une combinaison de colère et de peur pour sa mère. Steven Water avait un schéma. Au cours des 5 dernières années, il avait mené des retraites spirituelles similaires dans diverses destinations de vacances, toujours financées par de riches femmes à la recherche de sens et de croissance personnelle. Aucune de ces retraites ne semblait être un programme spirituel légitime. Au lieu de cela, elles semblaient être des escapades romantiques élaborées où Steven fournissait une intensité émotionnelle et des conseils philosophiques en échange d'un soutien financier pour ses diverses entreprises commerciales. Le plus troublant était un article de blog écrit par une femme nommée Viola Galloway de Phoenix qui décrivait avoir été manipulée émotionnellement et financièrement par un professeur de yoga qui avait promis une transformation spirituelle mais qui n'avait offert que des déceptions coûteuses et des promesses non tenues. Les détails de l'expérience de Viola correspondaient presque exactement à la situation de Clara, des rencontres secrètes, des promesses de croissance spirituelle et des demandes de financement pour un centre de retraite en montagne qui ne s'était jamais concrétisé. Allie imprima l'article de blog et plusieurs autres articles inquiétants sur les relations passées de Steven. Ce soir-là, elle confronta sa mère avec les preuves. « Maman, il faut qu'on parle de Steven » dit Allie, étalant les pages imprimées sur la table basse de leur suite. « Je pense que tu es manipulée. » Clara lut les documents avec une horreur croissante, reconnaissant des éléments de sa propre expérience dans l'histoire de chaque femme, les promesses de croissance spirituelle, les demandes de soutien financier, la façon dont Steven faisait sentir à chaque femme qu'elle était spéciale et choisie tout en poursuivant simultanément d'autres relations. Ça pourrait être un Steven Water différent, dit Clara faiblement, mais elle savait que ce n'était pas le cas.
Les photos dans les articles montraient clairement le même homme qui avait mené des consultations spirituelles avec les clients du complexe toute la semaine. « Maman, je pense que papa doit savoir ce qui se passe vraiment ici, dit doucement Haley. Je pense que tu t'es impliqué avec quelqu'un qui t'a menti sur tout. Clara sentit son monde soigneusement construit s'effondrer autour d'elle. La retraite spirituelle avait été révélée comme une fraude. L'intérêt romantique de Steven était clairement divisé entre plusieurs femmes, et sa fille savait maintenant que tout leur voyage avait été basé sur la tromperie. « Tu ne peux pas le dire à ton père, dit Clara, la panique se glissant dans sa voix. Il ne comprendrait pas. Toute cette situation détruirait notre famille. Maman, c'est ta liaison qui détruit notre famille, pas le fait que papa l'apprenne. Il mérite de savoir que tu lui as menti et que tu as volé son argent pour financer une relation avec un escroc. » Le mot liaison flotta dans l'air entre elles comme une présence physique. Clara réalisa que sa fille avait compris beaucoup plus qu'elle ne l'avait admis lors de leur précédente conversation. Haley n'était pas seulement méfiante à propos de la retraite. Elle comprenait exactement ce qui se passait et pourquoi elles étaient vraiment à Hawaï. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda Clara doucement. « Je me suis douté depuis notre arrivée que ce n'était pas vraiment une question de croissance spirituelle, mais je n'ai pas compris toute la situation jusqu'à ce que je commence à faire des recherches sur Steven. Maman, c'est un manipulateur professionnel. Il cible les femmes qui remettent en question leur mariage ou qui traversent des transitions dans leur vie. Tu n'es pas la première, et tu ne seras pas la dernière. » Clara fixa les preuves étalées sur la table basse, sentant tout le poids de ses choix se poser sur ses épaules. Elle avait risqué son mariage, manipulé sa fille et volé son mari pour financer un fantasme romantique avec un homme qui apparemment gagnait sa vie en exploitant des femmes exactement comme elle. « Qu'est-ce que je fais maintenant » murmura Clara, plus pour elle-même que pour Haley. « Tu dis la vérité à papa quand on rentre à la maison, dit fermement Haley. Tu admets ce que tu as fait. Tu t'excuses de nous avoir menti à tous les deux, et tu espères qu'il sera prêt à te pardonner parce que l'alternative est qu'il l'apprenne d'une autre manière, et alors tu n'auras aucune chance de sauver ton mariage. » Clara hocha la tête lentement, sachant que Haley avait raison mais incapable d'imaginer avouer sa trahison à Matthew. L'idée de voir de la déception dans ses yeux, de voir sa confiance s'effondrer, était presque insupportable. Mais ce que Clara ne savait pas, c'est que la confiance de Matthew s'était déjà complètement effondrée. Pendant qu'elle découvrait la vraie nature de Steven à Hawaï, Matthew mettait la touche finale au document juridique qui mettrait fin à leur mariage de façon permanente. Le calendrier était déjà établi. Dans moins de 48 heures, Clara et Haley montraient à bord de leur vol de retour à Denver. Et exactement 24 heures après cela, un huissier frapperait à leur porte avec des papiers de divorce qui rendraient les confessions de Clara hors de propos. Matthew Wilson était déjà passé du pardon à quelque chose de bien plus permanent, la justice. Chapitre 6, le retour à la réalité. Le vol de Maui à Denver ressemblait à un voyage entre deux mondes différents. Clara passa la majeure partie du voyage à fixer le hublot, regardant l'océan Pacifique céder la place à la vaste étendue du continent américain, sachant que chaque kilomètre la rapprochait d'un règlement de compte auquel elle n'était pas préparée à faire face. Haley était assise à côté de sa mère dans un silence attentif, jetant occasionnellement un coup d'œil à Clara avec une expression qui mélangeait la sympathie à la déception. Les preuves concernant le modèle manipulateur de Steven avaient changé quelque chose de fondamental dans leur relation. Haley voyait maintenant sa mère non pas comme une source de sagesse et de conseils, mais comme quelqu'un qui avait pris des décisions catastrophiques qui avaient mis en danger toute leur famille. Steven avait à peine reconnu leur départ du complexe. Lorsque Clara avait essayé de discuter de leur projet d'avenir lors de leur dernier moment privé, il avait été distrait et vague, mentionnant qu'il pourrait explorer des opportunités sur la côte ouest au cours des prochains mois. Kimberly Bentley avait apparemment proposé de le présenter à des investisseurs à San Francisco, et Steven était clairement plus intéressé par cette perspective que par le maintien de sa relation avec Clara. « Je t'appellerai quand je serai de retour à Denver » avait dit Steven, mais Clara avait reconnu le ton. C'était la même politesse dédaigneuse qu'elle l'avait entendu utiliser avec d'autres femmes tout au long de la semaine. Elle était mise au rebut avec la même efficacité désinvolte qui avait probablement mis fin à ses précédentes liaisons. Alors que leur avion descendait vers l'aéroport international de Denver, Clara sentit le poids de sa situation se poser comme une pression physique dans sa poitrine. Elle devrait affronter Matthew avec la connaissance de sa trahison et de la manipulation de Steven. Elle devrait admettre qu'elle avait tout risqué pour un homme qui ne s'était jamais réellement soucié d'elle, et elle devrait le faire tout en regardant leur mariage se dissoudre sous le poids de sa tromperie. Matthew attendait à l'aéroport à leur arrivée, debout près de la récupération des bagages avec la posture patiente que Clara avait toujours trouvée rassurante.
Il avait exactement le même aspect que lorsqu'ils étaient partis, solide, fiable, digne de confiance, et Clara ressentit un vif regret pour tout ce qu'elle avait risqué de perdre. « Comment s'est passé le voyage spirituel ?» demanda Matthew, embrassant Haley avec une chaleur sincère avant de donner à Clara une brève accolade polie. « C'était éducatif, répondit prudemment Haley, jetant un coup d'œil à sa mère. J'ai beaucoup appris sur la différence entre les apparences et la réalité. Les yeux de Matthew s'aiguisèrent légèrement au ton de Haley, mais il ne poursuivit pas le commentaire. Je suis heureux que vous ayez vécu des expériences significatives. Vous m'avez manqué à tous les deux. Pendant le trajet en voiture, Clara se surprit à étudier le profil de Matthew, à la recherche de signes qu'il soupçonnait quelque chose à propos de leur voyage, mais son comportement était exactement ce à quoi elle s'attendait, intéressé par leurs expériences, inquiet pour leur vol, concentré sur les détails pratiques de leur retour. S'il avait des soupçons sur la véritable nature de leur aventure hawaïenne, il les cachait parfaitement. La maison de Maple Street avait exactement le même aspect que lorsqu'il l'avait quittée, mais quelque chose semblait différent à Clara. C'était peut-être sa propre culpabilité qui créait la sensation, mais les pièces familières semblaient plus petites d'une certaine manière, plus confinées après le luxe étendu du complexe de Maui. Les photos de famille sur le manteau de cheminée, des images de voyages de camping, de célébrations d'anniversaire et de moments domestiques paisibles, ressemblaient maintenant à la preuve d'une vie qu'elle avait été prête à abandonner pour un fantasme. « Je vais commencer une lessive, dit Clara, ayant besoin de quelque chose de pratique sur quoi se concentrer, et on devrait probablement défaire nos valises pendant que tout est encore frais dans nos esprits. Prenez votre temps pour vous réinstaller, dit Matthew. Je sais que voyager peut être épuisant. Je vais commander des plats à emporter de ce restaurant thaïlandais que tu aimes pour le dîner. Sa considération et sa prévenance rendirent la culpabilité de Clara plus aiguë. Pendant qu'elle était à Hawaï à remettre en question leur mariage et à poursuivre un autre homme, Matthew était resté à la maison à s'occuper de la maison et à planifier des moyens de rendre leur retour confortable. Le contraste entre sa loyauté et sa trahison était presque insupportable. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour de la table à dîner à partager du pad thaï et des rouleaux de printemps, Clara essaya d'imaginer comment elle commencerait la conversation sur sa liaison. Chaque ouverture potentielle semblait inadéquate pour l'ampleur de ce qu'elle avait besoin de confesser. Comment dire à quelqu'un qui vous aime que vous lui mentez systématiquement depuis plus d'1 an? Comment expliquer que sa confiance et sa générosité vous ont permis de poursuivre une relation avec quelqu'un d'autre? Papa, j'ai réfléchi, dit Haley, interrompant la lutte intérieure de Clara. J'aimerais trouver un emploi cet été avant de commencer l'université, peut-être quelque chose dans la construction ou la gestion de projets pour en apprendre davantage sur ton entreprise. Le visage de Matthew s'illumina d'un plaisir sincère. J'adorerais que tu travailles avec l'entreprise pendant quelques mois. Tu pourrais commencer au bureau à apprendre la planification de projets et les relations avec la clientèle et passer du temps sur les chantiers pour comprendre l'aspect pratique de la construction. Clara observa l'interaction entre son mari et sa fille, voyant clairement pour la première fois à quel point Haley admirait et respectait son père. L'idée que sa liaison puisse nuire à la relation de Haley avec Matthew ajouta une autre couche de culpabilité à son état émotionnel déjà accablant. Ça a l'air parfait, dit Haley. Je veux comprendre comment tu as construit quelque chose d'aussi réussi à partir de rien. On dirait le genre de leçon qu'on n'enseigne pas à l'université. Matthew tendit la main à travers la table pour serrer la main de Haley. La leçon la plus importante est que tout ce qui vaut la peine d'être construit nécessite la confiance comme base. Sans confiance, même les structures les plus solides finissent par s'effondrer. Clara sentit les mots comme un coup physique. Matthew parlait à Haley des principes commerciaux, mais Clara entendit son propre jugement dans sa déclaration. Elle avait violé le fondement de la confiance sur lequel leur mariage était bâti, et l'effondrement était inévitable. Après le dîner, Clara se retira dans leur chambre pendant que Matthew et Haley continuaient à parler des plans de travail d'été et de la préparation à l'université. Elle défit mécaniquement ses valises, accrochant des vêtements tropicaux dans le placard et plaçant des articles de toilette d'hôtel dans la salle de bain, chaque article rappelant la tromperie qui avait financé leur voyage. Quand Matthew vint finalement se coucher, Clara était assise à sa coiffeuse, se brossant les cheveux avec la même routine qu'elle avait suivie pendant 19 ans de mariage. Dans le miroir, elle pouvait voir Matthew faire sa propre routine du coucher, vérifier le réveil, brancher son téléphone, préparer des vêtements pour le matin. « Matthew, dit Clara, sa voix à peine plus qu'un murmure, il faut qu'on parle de certaines choses. » Il s'interrompit dans sa routine, croisant son regard dans le miroir de la coiffeuse. « De quel genre de choses ? » Des choses sur notre mariage, sur mon comportement, sur des choix que j'ai faits et que tu ne connais pas. L'expression de Matthew ne changea pas,
mais Clara pensa voir quelque chose changer dans ses yeux. Est-ce que ça concerne ta relation avec Steven Water? La question frappa Clara comme de l'eau glacée. Elle se tourna pour lui faire face directement, le cœur battant la chamade. Comment sais-tu pour Steven? Je suis au courant de ta liaison depuis des semaines, Clara. Je sais pour les hôtels, les mensonges, la façon dont tu utilises aller comme couverture pour ta relation. Je sais tout ça. Clara sentit la pièce tourner autour d'elle. Si Matthew était au courant de sa liaison depuis des semaines, pourquoi les avait-il laissés partir à Hawaï? Pourquoi avait-il financé le voyage? Pourquoi agissait-il calmement et normalement au lieu d'être en colère ou dévasté? Si tu savais, pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Pourquoi ne m'as-tu pas confronté avant notre départ? Matthew s'assit sur le bord de leur lit, sa posture détendue malgré l'ampleur de leur conversation. Parce que j'avais besoin de comprendre toute l'étendue de ta tromperie avant de décider comment réagir, et j'avais besoin de te donner l'occasion de faire tes propres choix sur ce que tu voulais le plus, ton mariage ou ta liaison. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que demain matin, tu vas recevoir des documents qui vont t'aider à clarifier notre situation de façon permanente. J'espère que tu as apprécié Hawaï, Clara, parce que c'était les dernières vacances que tu prendras jamais avec mon argent. Avant que Clara ne puisse répondre, Matthew entra dans la salle de bain et ferma la porte, la laissant assise seule avec la réalisation dévastatrice que l'acceptation calme de son mari n'était pas un pardon. C'était une préparation. Matthew Wilson était au courant de sa trahison depuis des semaines, et il avait passé ce temps à planifier quelque chose auquel elle n'était pas préparée. Demain matin apporterait des conséquences que Clara ne pouvait pas imaginer et ne pouvait pas empêcher. Le règlement de compte qu'elle redoutait n'était plus à venir. Il avait déjà commencé. Chapitre 7, la démolition contrôlée. Lundi matin arriva à Denver avec ce genre de clarté vive qui rendait tout plus net et plus défini. Clara se réveilla au son de Matthew faisant sa routine matinale habituelle, douche, café, vérification des horaires de construction sur son téléphone. La normalité de son comportement ne fit qu'accentuer son anxiété concernant les paroles sinistres de la veille. À exactement 10 heures, comme Matthew l'avait spécifiquement demandé, la sonnerie de la porte retentit avec le timing précis d'un rendez-vous professionnellement programmé. Clara était dans la cuisine à essayer d'avaler du café et des toasts pendant que son estomac se tordait d'appréhension. À travers la fenêtre de devant, elle pouvait voir un homme d'âge moyen en costume d'affaires debout sur leur porche tenant une enveloppe manille. « Clara Wilson » demanda l'homme lorsqu'elle ouvrit la porte. « Vous recevez des documents juridiques. Veuillez signer ici pour accuser réception. » Les mains de Clara tremblèrent alors qu'elle signait le formulaire de réception, son esprit essayant encore de comprendre ce qui se passait. Des papiers de divorce. Matthew demandait le divorce malgré le fait qu'il soit au courant de sa liaison depuis des semaines. Malgré son attitude calme et encourageante, malgré le financement de leur voyage à Hawaï, il avait prévu de mettre fin à leur mariage avec la froide précision qu'il apportait au projet de construction. Elle déchira l'enveloppe avec des doigts tremblants, parcourant les documents juridiques qui allaient démanteler 19 ans de mariage, requêtant dissolution de mariage, déclaration financière, proposition de division des biens, et joint à l'arrière, un dossier séparé contenant des photographies, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel et une chronologie documentant chaque mensonge qu'elle avait dit au cours des 18 derniers mois. Les preuves étaient complètes et dévastatrices. Matthew n'avait pas seulement découvert sa liaison. Il l'avait documentée avec la minutie méthodique qui faisait son succès en affaires. Chaque rencontre avec Steven, chaque excuse fabriquée, chaque dollar dépensé pour leur relation. La tromperie de Clara était exposée comme un plan de construction complet avec des dates, des heures et des preuves à l'appui. « Oh mon Dieu » murmura Clara, s'affaissant sur le canapé du salon alors que toute l'étendue des préparatifs de Matthew devenait claire. Ce n'était pas une réaction émotionnelle à la trahison. C'était le démantèlement systématique de leur mariage par quelqu'un qui avait eu des semaines pour planifier chaque détail. Elle sortit de la cuisine, attirée par le bruit de la sonnette et la détresse évidente de sa mère. Quand elle vit les papiers de divorce éparpillés sur la table basse, son expression passa de l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Papa savait, dit simplement Haley. Il est au courant depuis le début. Tu savais qu'il savait, demanda Clara, fixant sa fille avec une horreur croissante. Je l'ai compris hier soir quand il a fait ce commentaire sur le fait que la confiance est le fondement de tout. Papa ne parle pas en métaphore à moins qu'il ne veuille faire valoir un point, et la façon dont il a géré notre conversation sur le voyage. Il était trop calme, trop préparé. Il attendait quelque chose.
Clara ressentit une vague de colère qui submergea temporairement sa culpabilité. Alors, vous m'avez tous les deux menti? Vous avez tous les deux planifié ça dans mon dos? Non, maman. Tu as menti à tout le monde. Papa et moi ne faisons que subir les conséquences de tes choix. Avant que Clara ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Matthew entra, vérifiant sa montre avec la précision décontractée de quelqu'un qui suit un horaire soigneusement planifié. Il regarda Clara, assise et entourée de papiers de divorce, puis allait, debout à proximité, les bras croisés, et acquiesça comme pour confirmer que tout se déroulait comme prévu. « Je vois que tu as reçu les documents, » dit Matthew, en accrochant sa veste dans le placard avec la même routine qu'il suivait depuis des années. « Je pensais qu'il serait approprié de discuter des détails pratiques maintenant que tout est officiel. » « Matthew, s'il te plaît, » commença Clara. Mais il leva une main pour l'arrêter. « J'ai eu des semaines pour écouter tout ce que tu pourrais avoir à dire, Clara. Tu as eu de nombreuses occasions de me parler de Steven, des hôtels, d'utiliser notre fille comme couverture pour ta liaison. Tu as choisi la tromperie à chaque fois. Maintenant, nous avons dépassé le stade de la discussion. » Clara sentit le désespoir lui serrer la poitrine. Le ton calme et définitif de la voix de Matthew était plus terrifiant que la colère ne l'aurait été. L'homme avec qui je pensais avoir une liaison. Steven, il n'est pas celui que je croyais. C'est un escroc qui manipule les femmes. J'ai été stupide et trompé. Mais ce n'était pas de l'amour véritable. C'était de la manipulation. Je sais exactement qui est Steven Water, répondit Matthew. Je le sais depuis 2 semaines. Je sais aussi pour Kimberly Bentley, pour son schéma de ciblage des femmes en situation de vulnérabilité, et pour ses plans d'utiliser ton argent pour financer son centre de retraite. Ta relation avec un escroc ne change rien au fait que tu as choisi d'avoir une liaison et de voler notre mariage pour la payer. Le poids de la connaissance approfondie de Matthew frappa Clara comme un coup physique. Il n'avait pas seulement découvert sa liaison. Il l'avait étudiée suffisamment en profondeur pour comprendre des détails qu'elle n'avait elle-même appris qu'à Hawaï. Pendant qu'elle rationalisait son comportement et planifiait des escapades romantiques, Matthew documentait méthodiquement la destruction de leur mariage. « Qu'en est-il de notre famille ?» demanda Clara, se raccrochant à n'importe quel argument qui pourrait l'atteindre. « Qu'en est-il d'Alec ? Nous pouvons surmonter cela. Je mettrai fin à tout avec Steven complètement. Je ferai tout ce qu'il faut pour reconstruire ta confiance. » L'expression de Matthew ne changea pas. « Notre famille est composée d'Alec et de moi maintenant. Tu as perdu ta place quand tu as décidé de poursuivre un autre homme, en utilisant mon argent et ma fille comme couverture. On ne peut pas reconstruire la confiance avec quelqu'un qui a passé 18 mois à la détruire systématiquement. » Alec se déplaça pour se tenir à côté de son père, un geste que Clara interpréta comme un choix de camp dans la dissolution de leur famille. La vue de sa fille s'alignant sur Matthew ressembla à la confirmation finale que Clara avait tout perdu ce qu'elle avait autrefois tenu pour acquis. La maison, l'entreprise, l'argent. Tu ne peux pas tout prendre, dit Clara, sa voix s'élevant avec panique. Matthew sortit un dossier de sa mallette et le tendit à Clara. Le règlement financier est en fait assez généreux compte tenu des circonstances. Tu recevras ta part de l'équité de la maison, la moitié de nos comptes d'épargne conjoint et une partie de mes 401 K. Ce que tu ne recevras pas, c'est une pension alimentaire, étant donné que tu as utilisé les biens conjugaux pour financer une liaison. Clara ouvrit le dossier, scannant le bilan financier qui déterminerait le reste de sa vie. Les chiffres étaient justes mais austères, représentant la fin de la sécurité financière que le succès de Matthew avait assuré pendant près de 2 décennies. « J'ai besoin d'un avocat, » dit Clara, plus pour elle-même que pour quiconque d'autre. « C'est ton droit, » acquiesça Matthew. « Mais je dois mentionner que mon avocat a déjà déposé ses documents auprès du tribunal. Le processus a commencé, que tu le contestes ou non. Tu peux engager un représentant pour protéger tes intérêts, mais tu ne peux pas empêcher le divorce. » Clara fixa l'homme avec qui elle était mariée depuis 19 ans, essayant de trouver une trace du Matthew qu'il avait aimé, lui avait fait confiance et avait construit une vie autour de la rendre heureuse. Au lieu de cela, elle ne voyait que froide détermination et le genre de pensée stratégique qui avait fait son succès dans les affaires. « Est-ce vraiment comme ça que tu veux que ça se termine ?» demanda Clara, faisant une dernière tentative pour atteindre ce qui restait de leur connexion émotionnelle. « Clara, c'est comme ça que tu as mis fin aux choses il y a 18 mois, quand tu as commencé à coucher avec un autre homme. Je ne fais que rendre ça officiel. » Matthew ramassa sa mallette et se dirigea vers la porte d'entrée, s'arrêtant seulement pour s'adresser à Alec.
Je serai sur le chantier des Morrison jusqu'à 17h si tu as besoin de quoi que ce soit. Nous pourrons discuter de ton emploi du temps de travail d'été quand je rentrerai à la maison. Après son départ, Clara et Alec restèrent assises en silence dans le salon, entourés de documents juridiques qui représentaient le démantèlement complet de leur structure familiale. Clara se sentait vidée, comme si tout ce sur quoi elle avait construit son identité avait été chirurgicalement enlevé. « Je suis désolée que tu doives traverser ça », dit finalement Clara, regardant sa fille avec un remords sincère. « Ce n'est pas moi qui traverse ça, maman », répondit doucement Alec. « C'est toi et papa. Je regarde juste des gens que j'aime se détruire parce que l'un d'eux a fait des choix égoïstes. » La justesse de l'évaluation de Alec laissa une cicatrice plus profonde que n'importe quel document juridique n'aurait pu le faire. Clara avait tout risqué pour une relation fantasmée avec un homme qui ne s'était jamais soucié d'elle, et elle était maintenant confrontée aux conséquences permanentes de sa tromperie. Dehors, Matthew Wilson se dirigea vers son chantier de construction avec la satisfaction de voir un projet soigneusement planifié et exécuté parfaitement. Le cadre juridique était en place, les preuves étaient documentées et le calendrier se déroulait exactement comme prévu. Mais le divorce légal n'était que la première phase du plan global de Matthew. Clara et Steven avaient utilisé sa confiance et son argent pour construire leur relation. Maintenant, Matthew utiliserait leur trahison pour construire quelque chose de beaucoup plus durable, des conséquences qui les suivraient longtemps après la finalisation des documents juridiques. La démolition contrôlée de son mariage était terminée. Il était temps de commencer la construction de leur punition. Chapitre 8 : Les fondations des conséquences. La semaine suivant le dépôt de la demande de divorce s'est déroulée dans un flou de consultations juridiques, d'inventaire financier et de la logistique sombre du démantèlement de 19 ans de vie partagée. Clara a engagé William Wee, un avocat spécialisé dans les divorces recommandé par un ami. Mais même ses conseils expérimentés ne pouvaient pas modifier la réalité fondamentale de sa situation. La documentation de Matthew était complète, sa stratégie juridique était solide et les lois du Colorado sur le divorce sans faute signifiaient que sa liaison, bien que moralement dévastatrice, n'avait pas d'impact significatif sur le règlement financier. Ce que Clara ne savait pas, c'est que la stratégie juridique de Matthew n'était que le début d'un plan de conséquences beaucoup plus complet. Pendant qu'elle se concentrait sur la protection de ses intérêts financiers dans le divorce, Matthew mettait en œuvre la deuxième phase de son plan de justice. Steven Water est revenu à Denver 3 jours après Clara et Alec, son brève aventure romantique à Hawaï ayant apparemment pris fin avec le rejet de la proposition commerciale par Kimberly Bentley. Il a contacté Clara immédiatement à son retour, lui suggérant de se rencontrer à leur hôtel habituel pour discuter de leur projet futur maintenant que son mariage touchait officiellement à sa fin. Clara accepta la réunion, en partie par curiosité quant aux intentions de Steven et en partie par un besoin désespéré de sauver quelque chose de significatif des décombres de sa vie. Si son mariage avec Matthew était vraiment terminé, peut-être que sa relation avec Steven pourrait encore se développer en quelque chose de réel et de durable. La réunion à l'hôtel Marriott était différente de leur rencontre précédente. Steven semblait distrait et moins charmant que d'habitude, consultant fréquemment son téléphone et montrant peu d'intérêt pour la tourmente émotionnelle de Clara concernant la procédure de divorce. « Je réfléchis à notre situation », dit Steven après qu'ils soient ensemble depuis moins d'1 heure. « Avec l'avancement de ton divorce, les choses vont se compliquer. Peut-être devrions-nous faire une pause dans nos rencontres jusqu'à ce que ta situation juridique soit résolue. » Clara le fixa, incapable de comprendre ce qu'elle entendait. « Une pause ? Steven, j'ai quitté mon mari pour toi. J'ai détruit mon mariage parce que je pensais que nous avions quelque chose de réel ensemble. Tu as quitté ton mari parce que tu n'étais pas heureuse dans ton mariage, corrigea Steven. Notre relation faisait partie de ton cheminement vers l'authenticité, mais cela ne signifie pas que nous sommes automatiquement engagés l'un envers l'autre à long terme. La cruauté désinvolte de son rejet était à couper le souffle. Clara réalisa que Steven n'avait jamais considéré leur liaison comme la connexion profonde qu'elle avait imaginée. Pour lui, elle avait été une source pratique d'attention, d'argent et de gratification sexuelle. Maintenant que son utilité touchait à sa fin et que sa situation devenait compliquée, il la jetait avec la même efficacité émotionnelle qu'il avait montrée à d'autres femmes. « Qu'en est-il de tout ce que tu as dit sur la connexion spirituelle et la recherche de nos moi authentiques ensemble ?» demanda Clara, sa voix s'élevant avec désespoir. Ce sont des concepts que nous avons explorés pendant notre temps ensemble. Ce n'étaient pas des promesses concernant l'avenir. Clara quitta l'hôtel se sentant plus dévastée qu'elle ne l'avait été après avoir reçu les papiers du divorce. Le rejet de Matthew avait été froid mais prévisible. Elle avait trahi sa confiance et détruit leur mariage.
Le rejet de Steven était désinvolte et méprisant, révélant que toute leur liaison avait été construite sur ses illusions concernant ses sentiments et ses intentions. Ce que Clara ne savait pas, c'est que le désir soudain de Steven de prendre ses distances n'était pas entièrement sa propre décision. Plus tôt cette semaine-là, Matthew avait rendu visite à Steven dans son appartement sur Campus Street, une conversation qui avait considérablement modifié la perspective de Steven sur sa relation avec Clara. La visite avait commencé avec Matthew se présentant comme le mari de Clara et déclarant qu'il était au courant de leur liaison. Steven avait d'abord tenté de maintenir son charme habituel, exprimant ses regrets quant à la situation et affirmant que sa relation avec Clara s'était développée naturellement à partir de leurs intérêts spirituels communs. Matthew avait écouté patiemment l'explication de Steven, puis lui avait présenté un dossier complet documentant son schéma de ciblage des femmes vulnérables à des fins d'exploitation financière et émotionnelle. Le dossier comprenait des déclarations de Viola Galloway et de 3 autres femmes qui avaient été manipulées par Steven au cours des 5 dernières années, des relevés financiers montrant son utilisation des fonds de la relation pour des projets commerciaux personnels et des preuves de sa poursuite simultanée de plusieurs femmes dans différentes villes. « Je ne suis pas là pour te menacer au sujet de ma femme », avait dit calmement Matthew. Ce que Clara a choisi de faire était sa décision, et elle en subira les conséquences. Mais je veux que tu comprennes que je sais exactement qui tu es et ce que tu fais. Steven avait essayé de garder son sang-froid, mais les preuves de Matthew étaient trop complètes pour être ignorées ou expliquées. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu mettes fin à ta relation avec Clara immédiatement et définitivement. Je veux que tu rejettes tout contact futur de sa part. Et je veux que tu comprennes que si jamais tu cibles une autre femme de la même manière que tu as ciblé ma femme, je m'assurerai que toutes les victimes potentielles sachent exactement quel genre d'homme tu es. Matthew avait ensuite présenté à Steven des copies de documents qu'il avait préparés pour distribution, des profils détaillés des schémas de manipulation de Steven, des témoignages de ses victimes précédentes et des preuves de ses pratiques commerciales frauduleuses. Les documents étaient formatés de manière professionnelle et prêts à être distribués aux studios de yoga, aux centres de retraite et aux communautés spirituelles du Colorado. J'ai fait préparer ces documents, mais je ne les ai pas distribués, expliqua Matthew. Leur diffusion publique dépend entièrement de ton comportement futur. Si tu disparais complètement de la vie de Clara et que tu cesses ton schéma de ciblage des femmes vulnérables, il reste privé. Si tu continues à manipuler des femmes ou à maintenir un contact avec ma femme, ils seront distribués assez largement pour mettre fin à ton modèle commercial actuel de façon permanente. Steven avait immédiatement compris les termes. Matthew ne mettait pas seulement fin à sa liaison avec Clara. Il menaçait de détruire toute la méthode de fonctionnement de Steven. Le choix était simple, disparaître de la vie de Clara et trouver une nouvelle façon de gagner sa vie, ou faire face à une exposition qui rendrait ses tactiques de manipulation impossibles à poursuivre. La conversation s'était terminée par l'accord de Steven aux conditions de Matthew, bien qu'il ait essayé de conserver une certaine dignité en affirmant qu'il avait de toute façon l'intention de mettre fin à sa relation avec Clara. Matthew avait quitté l'appartement de Steven convaincu que la liaison était terminée et que Steven aurait une forte motivation pour éviter tout contact futur avec Clara. 3 jours plus tard, lorsque Steven a rencontré Clara à l'hôtel pour mettre fin à leur relation, il agissait en sachant que Matthew Wilson n'était pas seulement un mari trahi. C'était un stratège qui avait minutieusement recherché les vulnérabilités de Steven et était prêt à détruire ses moyens de subsistance si nécessaire. Le rejet de Clara par Steven n'était donc pas seulement un désintérêt personnel, mais une décision calculée pour se protéger des conséquences promises par Matthew. Il ne pouvait pas parler à Clara de la visite de Matthew sans admettre les preuves de son schéma de manipulation, alors il a simplement mis en œuvre la rupture de la manière la plus efficace possible. Clara est rentrée de la réunion à l'hôtel complètement vidée. Elle avait perdu son mariage, le respect de sa famille et maintenant la relation pour laquelle elle avait tout sacrifié. L'homme qu'elle pensait être son âme sœur s'était révélé être exactement ce que Haley avait découvert dans ses recherches, un manipulateur chevronné qui ne s'était jamais soucié d'elle en tant que personne, mais comme une source pratique de soutien émotionnel et financier. Ce soir-là, alors que Clara était assise seule dans la maison qui ne serait bientôt plus son foyer, elle a commencé à comprendre toute l'étendue de ce que Matthew avait construit pendant ces semaines de préparation. Il n'avait pas seulement demandé le divorce. Il avait systématiquement démantelé tous les aspects de la vie qu'elle avait tenté de construire en dehors de leur mariage. Matthew Wilson lui avait promis que c'était ainsi que leur histoire se terminerait. Et Clara commençait à réaliser que sa version de la justice était bien plus complète et permanente qu'elle ne l'avait imaginé. Les fondations des conséquences étaient solides, et la structure que Matthew construisait dessus durerait bien plus longtemps que n'importe quel mariage. Chapitre 9, le plan final. 6 semaines après la signification des papiers du divorce,
Clara Wilson, bientôt Clara Alexander, ayant décidé de reprendre son nom de jeune fille, était assise dans le bureau de l'avocat William Wee, signant les documents finaux qui mettraient officiellement fin à ses 19 ans de mariage avec Matthew. Le règlement avait été finalisé exactement comme l'avait proposé le dépôt initial de Matthew, sans aucune modification ni négociation. Clara a reçu la moitié de leurs économies conjointes, sa part de l'équité de la maison et une partie du fonds de retraite de Matthew. Ce qu'elle n'a pas reçu, c'est un soutien financier continu ou une revendication sur les futurs revenus de Wilson Construction. À 41 ans, elle recommençait avec suffisamment d'argent pour acheter un modeste condominium et subvenir à ses besoins pendant peut-être 2 ans si elle vivait prudemment. La dissolution sera définitive dans 90 jours, expliqua William alors que Clara signait le dernier document. Après cela, vous serez légalement libre de vous remarier ou de faire tout autre changement de vie que vous choisirez. L'ironie de ce commentaire n'échappa pas à Clara. Elle était en effet libre de faire des changements de vie, mais Stephen Water avait disparu de sa vie aussi complètement que s'il n'avait jamais existé. Ses appels restaient sans réponse, ses SMS étaient ignorés, et lorsqu'elle était passée devant son immeuble, elle avait découvert qu'il avait déménagé sans laisser d'adresse de réexpédition. Sacred Balance Studio l'informa que Stephen n'était plus affilié à leur programme et qu'il n'avait aucune information sur son lieu de résidence actuel ou ses projets. C'était comme si l'homme qui l'avait convaincu de tout risquer pour l'authenticité spirituelle s'était simplement évaporé. Une fois que les conséquences pratiques de leur liaison furent devenues réelles, Clara soupçonna que Matthew était en quelque sorte responsable de la disparition de Stephen, mais elle n'avait aucune preuve et aucun moyen de prouver ses soupçons. L'abandon de Stephen ressemblait à la confirmation finale que toute leur relation avait été construite sur ses illusions concernant son caractère et ses intentions. La maison sur Maple Street fut vendue dans les 2 semaines suivant sa mise en vente, achetée par une jeune famille qui admirait le savoir-faire et l'attention aux détails que Matthew avait mis dans chaque pièce. Clara emballa ses affaires avec une efficacité mécanique, séparant 19 ans de possessions accumulées en catégories, les choses qui rentreraient dans son nouveau condominium, les choses à donner et les choses à jeter. Matthew maintint sa distance polie tout au long du processus, gérant toutes les interactions par l'intermédiaire d'avocats ou de brèves conversations pratiques sur la logistique. Lorsque Clara essaya de l'entraîner dans des discussions sur leur histoire commune ou sur la possibilité de maintenir une sorte d'amitié pour le bien d'Alec, ses réponses furent courtoises mais définitives. « Nous n'avons pas d'avenir commun à discuter, Clara, dit-il lors d'une de leurs dernières conversations dans la maison qu'ils avaient construite ensemble. Tu as fait des choix qui ont mis fin à notre relation de façon permanente. Maintenant, nous ne faisons que terminer les détails pratiques de la séparation de nos vies. » Alec avait commencé à travailler pour Wilson Construction immédiatement après l'obtention de son diplôme, en commençant au bureau, mais elle avait rapidement été affectée à des chantiers où elle avait démontré une compréhension intuitive de la gestion de projet et du contrôle de la qualité. Matthew était visiblement fier de ses capacités naturelles, et Clara observait avec un mélange d'admiration et de chagrin alors que sa fille développait avec son père le genre de relation de travail étroite que Clara n'avait jamais réussi à établir dans leur mariage. Elle a l'esprit pour ce métier, dit Matthew à Clara pendant la 2e semaine de travail de Alec. Le souci du détail, la capacité de voir comment toutes les pièces s'emboîtent et la patience de bien faire les choses du premier coup. Elle me rappelle moi à son âge, sauf qu'elle est déjà plus diplomate avec les clients difficiles que je ne l'ai jamais été. Clara pouvait voir qu'Alec s'épanouissait dans l'environnement de la construction, apprenant des compétences qui lui seraient utiles quel que soit le métier qu'elle choisirait en fin de compte. Plus important encore, Alec construisait une relation avec Matthew basée sur le respect mutuel et les réalisations communes plutôt que sur la manipulation émotionnelle qui avait caractérisé l'approche de Clara des relations familiales. La révélation finale de la planification globale de Matthew eut lieu pendant la dernière semaine de Clara dans la maison, lorsqu'elle découvrit une lettre qu'il avait laissée pour elle dans la chambre qu'ils avaient partagée pendant 19 ans. L'enveloppe portait la mention « E » pour Clara, après la finalisation du divorce et portait l'écriture précise de Matthew. À l'intérieur, il y avait une seule page, dactylographiée avec la même attention aux détails que Matthew apportait au contrat de construction. Clara. Au moment où tu liras ceci, notre mariage sera légalement terminé et tu te prépareras à commencer ta nouvelle vie. Je veux que tu comprennes que tout ce qui s'est passé après que j'ai découvert ta liaison a été soigneusement planifié et délibérément exécuté. Tu as passé 18 mois à me mentir, à voler notre mariage pour financer ta relation avec un autre homme et à utiliser notre fille comme couverture pour ta trahison. Tu as eu de nombreuses occasions de me dire la vérité ou de mettre fin à ta liaison, mais tu as choisi la tromperie à chaque fois. J'ai passé 3 semaines à documenter ta trahison et à planifier la façon la plus efficace de mettre fin à notre mariage tout en protégeant mon entreprise et ma relation avec Alec.
Chaque action que j'ai entreprise a été calculée pour obtenir un résultat spécifique. Steven Water ne te contactera plus jamais parce que j'ai clairement indiqué que cela entraînerait la destruction de son modèle commercial. Les preuves que je lui ai présentées concernant son schéma de manipulation des femmes étaient suffisamment complètes pour mettre fin à sa carrière si elle devenait publique. Le règlement de divorce a été conçu pour te fournir suffisamment de ressources pour recommencer, mais pas assez pour vivre confortablement sans travailler. Tu devras construire une nouvelle vie par tes propres efforts, et non par la dépendance au travail de quelqu'un d'autre. Ale a choisi de travailler pour mon entreprise parce qu'elle reconnaît la différence entre les personnes qui construisent des choses par le travail honnête et les personnes qui prennent des choses par la manipulation et la tromperie. Elle acquiert des compétences qui lui seront utiles tout au long de sa vie, et elle le fait dans un environnement basé sur la confiance et le respect mutuel. Je ne te hais pas, Clara, mais je ne te pardonne pas non plus. Ce que tu as fait à notre mariage et à notre famille est impardonnable. Et je voulais que tu comprennes que les conséquences auxquelles tu es confronté ne sont pas accidentelles ou émotionnelles. Elles ont été planifiées et mises en œuvre avec la même précision que celle que j'apporte à tout projet de construction majeur. Tu as construit une relation avec Steven sur le fondement de mensonges et d'argent volé. J'ai construit tes conséquences sur le fondement de la vérité et des preuves documentées. Quelle structure, à ton avis, durera le plus longtemps? Matthew. Clara lut la lettre 3 fois, chaque lecture rendant la portée de la planification de Matthew plus claire. Il n'avait pas seulement réagi à sa trahison. Il avait conçu ses conséquences avec la même précision méthodique qui avait fait son succès dans les affaires. Chaque élément de sa situation actuelle, de la disparition de Steven au règlement financier en passant par le choix de carrière d'Aley, avait été anticipé et planifié. Matthew Wilson lui avait promis que c'était ainsi que leur histoire se terminerait. Et il a livré exactement ce qu'il avait promis. Clara était libre de recommencer, mais elle commençait en comprenant que l'homme qu'elle avait trahi pendant 19 ans était bien plus stratégique et impitoyable qu'elle ne l'avait jamais réalisé. La dernière ironie était que Steven Water, l'homme qui avait appris à Clara à vivre authentiquement et à suivre son véritable chemin, avait été le premier à l'abandonner lorsque le fait de suivre ce chemin était devenu difficile. Matthew, l'homme qu'elle avait écarté comme étant trop stable et prévisible, s'était révélé être le stratège le plus impitoyable et le plus efficace qu'elle ait jamais rencontré. Clara plia la lettre et la plaça dans son sac à main, un document qu'elle conserverait comme un rappel de la différence entre la confiance et la naïveté, entre l'amour et la manipulation, et entre les conséquences et le pardon. Alors qu'elle s'éloignait de la maison sur Maple Street pour la dernière fois, Clara put voir Matthew et aller dans l'allée en train de charger du matériel de construction dans son camion pour une autre journée de construction de quelque chose de destiné à durer. Ils travaillaient ensemble avec l'efficacité naturelle de personnes qui se comprenaient parfaitement, créant quelque chose de solide et de permanent par un travail honnête et le respect mutuel. Clara avait choisi l'excitation plutôt que la stabilité, le fantasme plutôt que la réalité et la tromperie plutôt que la vérité. Elle était maintenant libre de découvrir quel genre de vie elle pouvait construire seule, sans la sécurité du succès de Matthew ni l'illusion de l'affection de Steven. Les fondations avec lesquelles elle commençait étaient exactement ce qu'elle méritait, rien de plus et rien de moins que les conséquences de ses propres choix. Matthew Wilson avait construit sa vie sur le principe que la confiance était le fondement de tout ce qui valait la peine d'être construit. Clara avait appris trop tard que certaines fondations ne pouvaient pas être réparées une fois qu'elles étaient détruites. L'architecte de ces conséquences avait créé quelque chose qui durerait bien plus longtemps que n'importe quel mariage, la compréhension permanente que la trahison avait toujours un prix, et que certaines personnes étaient assez patientes pour s'assurer que ce prix était payé intégralement. Et comme cette histoire glisse tranquillement dans les ombres de votre esprit, se dissolvant dans les espaces silencieux où la mémoire et le mystère s'entremêlent, comprenez que ce n'était jamais qu'une histoire. C'était un éveil. Une impulsion brute de vérité humaine enveloppée de secrets chuchotés et d'émotions voilées. Chaque mot est un éclat de réalité fracturée, chaque phrase un pont entre les mondes vus et invisibles, entre la lumière de la révélation et l'abîme sombre de ce qui reste non dit. C'est ici, dans cet espace liminaire, que les histoires respirent leur magie la plus puissante, remuant les chambres les plus profondes de votre âme, provoquant les peurs inexprimées, les désirs enfouis et les espoirs fragiles qui s'accrochent à votre cœur comme de fragiles braises. C'est le pouvoir de ces contes, ces confessions numériques chuchotées dans le vide, où l'anonymat devient le masque de la vérité, et chaque spectateur devient le gardien de secrets trop lourds à porter seul. Et maintenant, ce secret, cet écho tremblant de la réalité de quelqu'un d'autre, fait partie de votre propre récit obscurci, s'entremêlant à vos pensées, réveillant cette curiosité indéniable, cette faim insatiable de savoir ce qui se trouve au-delà de ce que les histoires n'ont pas encore raconté, quel mystère plane juste hors de portée, attendant que vous les découvriez.
Alors accrochez-vous à ce sentiment, ce fil électrique d'émerveillement et de malaise. Car c'est ce qui nous relie tous à travers le vaste réseau invisible de l'expérience humaine. Et si votre cœur s'emballe, si votre esprit s'attarde sur les décides et les peut-être, alors vous savez que l'histoire a fait son travail. Sa magie s'est tissée dans le tissu de votre être. Alors avant de vous éloigner de ce royaume, rappelez-vous ceci, chaque histoire que vous rencontrez ici est une invitation chuchotée à regarder plus profondément, à écouter plus attentivement, à embrasser l'obscurité et la lumière. Et si vous vous êtes perdu, si vous vous êtes même légèrement changé, honorez cette connexion en gardant la flamme vivante, comme cette vidéo. Si l'histoire vous a hanté, abonnez-vous pour rejoindre la confrérie des chercheurs qui poursuivent les vérités invisibles et sonnez la cloche pour être le premier à saluer la prochaine confession, la prochaine ombre, la prochaine révélation qui attend de surgir des profondeurs. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous les invoquons. Nous devenons des vaisseaux pour l'oublier, le cacher et l'inexprimé. Et vous, chers auditeurs, êtes devenus une partie de ce rituel sacré. Alors, jusqu'à ce que le prochain conte vous trouve dans les heures calmes, gardez vos sens aiguisés, votre cœur ouvert et n'arrêtez jamais de chasser les chuchotements dans le silence. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance.